Bonjour à tous, et oui c'est encore nous. Mayolek nous a généreusement proposé de participer à son top retour sur La Belle et la Bête, tout simplement parce qu'on avait déjà participé à la vidéo régulière dessus, et donc il nous a imposé le défi, très difficile à relever, de trouver 5 points négatifs à dire sur La Belle et la Bête. Salut à tous et bienvenue pour ce top retour assez spécial sur La Belle et la Bête avec Chucky Al. Je les remercie énormément de participer, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo critique avec eux. Alors qu'ils se sont proposés, donc c'était un travail très particulier à faire et très gratifiant. Et étant donné que les gens ont un petit peu décidé que j'allais m'attaquer à La Belle et la Bête en retour, je me suis dit tiens, étant donné qu'on a fait la critique ensemble, autant aller jusqu'au bout. Alors, j'adore La Belle et la Bête, c'est un film très réussi, qui n'est battu en termes de classique d'animation Disney que par La Planète au Trésor et de très peu par Mulan pour moi. Et donc, j'ai pas énormément de choses à dire. Je me suis dit donc, tiens, et si on faisait une espèce de décompte parallèle avec Chucky et Al pour voir ce qui me dérange moi et ce qui les dérange eux en particulier. Donc, vous allez avoir un top 5 un peu spécial puisque va y avoir les 5 points qui pour moi sont les moins bons du film et les 5 points qui pour eux sont les moins bons du film et vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose. Alors je tiens à dire que ça a été difficile parce que c'est pas un exercice avec lequel on est à l'aise et autant on trouverait facilement 5 points sur Code Lyoko qui est notre série préférée, Ou 10 ou 15. autant La Belle et la Bête n'est pas seulement notre Disney préféré mais aussi un excellent film. Alors lui trouver 5 défauts, il a fallu gratter. Bah oui, parce que La Belle et la Bête, si c'est notre Disney préféré, c'est par comparaison avec d'autres Disney qui sont un peu du même registre, donc vraiment c'est des challengers assez sérieux. Et donc vraiment, si c'est notre préféré, c'est parce qu'on trouve qu'il est plutôt au sommet en termes de ce que peut faire un Disney. Malgré tout, on a réussi à relever le défi, donc sans plus attendre, voici notre top 5 des pires points de La Belle et la Bête. Qui l'aurait cru? C'est incongru. Qui l'aurait su? Oh oui, mais qui? Numéro 5, il mange comment le libraire? Alors ça c'est typiquement le genre de point qu'on a été chercher parce qu'il en fallait 5. Alors encore que quand j'étais petit, je me faisais déjà la réflexion, ça a beau être anecdotique, c'est quelque chose on se dit, mais d'où le libraire peut exister dans un village pareil? A priori, tous les villageois sont analphabètes, Belle ne s'entend avec aucun. Son activité c'est de vendre des livres. On ne le voit jamais en vendre, par contre on le voit en donner un à Belle. Et, Alors ils sont pas forcément analphabètes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils s'intéressent pas à la lecture. Disons que le fait qu'il y ait un libraire sous-entend que en fait l'échantillon de villageois qu'on voit, c'est-à-dire le fan club de Gaston, sont pas forcément complètement représentatifs de l'intégralité des villageois. Mais ça pose un problème parce que le problème de départ de Belle, c'est qu'elle s'entend avec personne au village, qu'il y a personne qui lui correspond, qu'il y a personne qui est dans le même état d'esprit qu'elle. Or, s'il y a un libraire, c'est qu'il doit bien y avoir quelqu'un, ne serait-ce que le libraire lui-même d'ailleurs. Ils vendent peut-être des tutoriels pour réussir sa partie de chasse. Je sais pas, l'esthétique du truc donne l'impression qu'il vend surtout des romans en fait. Et donc voilà, en plus c'est le type de livre auquel Belle s'intéresse. Et donc c'est assez bizarre qu'il y ait un libraire, on se demande de quoi il vit du coup. Oui, il n'a qu'une seule cliente et il lui offre ses bouquins. Donc quelque chose de pas très cohérent, pas très... un peu nébuleux dans le film et on a voulu le mettre dans ce top 5 des pires points de La Belle et la Bête. Maurice, c'est le fou trop guignolesque. Bon, j'aime bien les personnages globalement, j'ai pas de problème grave avec eux, mais c'est clairement loin d'être les plus grands personnages du film pour moi, et ça vient en grande partie du fait qu'on veut un tout petit peu trop insister sur le côté un peu caquesque, ridicule, grotesque des personnages, à un point parfois où ça en devient trop ridicule. Et je sais exactement pourquoi on fait ça, parce que c'est un film Disney et donc il faut les petits moments gags pour faire rire les enfants et mettre un peu d'ambiance. Voilà, il faut faire de l'humour dans un film Disney, c'est évident. Et des fois l'humour est bien fait, je trouve, des fois non. Et c'est en partie autour d'eux que l'humour est le moins bien fait par moment, parce qu'il faut qu'on force ce côté exagérément grotesque dans leur comportement pour appuyer le gag, alors que leur rôle respectif en tant que père de Belle et assistant de Gaston est tout à fait louable et sert à quelque chose vraiment. Mais il faut qu'on aille un petit cran plus loin et qu'on leur fasse faire les andouilles de façon un peu prononcée par moment. Il faut qu'on accentue le côté loufoque au début de Maurice, parce que sinon ça irait pas. Il faut qu'on rende
exagérément ridicule, le fou, pour accentuer l'aspect comique de son duo avec Gaston, parce que sinon ça irait pas sans ça. Et je trouve ça un peu grossier, un petit peu too much. C'est pas extraordinairement grave, mais voilà, c'est pas ce que j'appelle de l'humour super bien fait pour moi. Numéro 4, y avait pas un château dans le coin? Alors, La Belle et la Bête est un conte. Les Disney sont généralement des contes, c'est normal qu'il y ait des points un peu nébuleux, qu'on n'explique pas tous les moindres micro-détails comme dans de la hard SF, quoi. Mais La Belle et la Bête est un Disney un peu plus cérébral que les autres, donc on s'attendrait à un peu plus de précision. Par exemple, si vous voulez, dans Blanche-Neige et les 7 nains, la reine est censée être une célébrité, or on a l'impression que tout est un peu isolé de tout. Est-ce que les nains connaissent la reine? Qui est la reine par rapport à... Bon, ça c'est des choses qui sont nébuleuses, mais on l'excuse parce que Blanche-Neige est un film un peu minimaliste. Dans La Belle et la Bête, il y a ce château, donc avec ce prince, qui est peut-être plutôt un propriétaire terrien qu'un prince d'ailleurs, et il a été transformé en bête, ses serviteurs ont été transformés en objets, et personne ne se préoccupe de sa disparition. Alors après, ce n'est pas en soi une incohérence, c'est juste que le sujet n'est pas traité. Il se peut qu'il y ait un sort qui empêche les alentours de se rappeler de l'existence du château. Il se peut que les alentours se rappellent parfaitement de l'existence du château mais n'en parlent juste pas. C'est juste que le sujet n'est pas abordé dans le film parce que c'est pas le propos du film. Est-ce que c'est réellement un manque au final Ça aurait pu mériter une petite mention dans la narration de début. Je sais pas, un truc du genre... ce prince était tellement détesté par son égoïsme que tout le monde ignora sa disparition, ou alors... Bon, en tout cas, ça n'aurait pris qu'une phrase de plus, ça n'aurait pas coûté grand-chose. Et donc c'est un peu dommage que ça manque, et c'est pour ça que ça figure dans ce top 5. Mais là encore, c'est un truc qu'on a été chercher parce qu'il fallait absolument 5 points. Le choix de Maurice, c'est l'élément déclencheur qui va amener tout le scénario. Le fait que Maurice se dirige vers le château de la Bête, il va être capturé et donc ça va amener la Belle à s'y rendre et il y aura tout le scénario qui se mettra en place à cause de ça. C'est donc assez important en ce moment-là. Et c'est mis en scène de façon très grossière et assez dérangeante personnellement. Oh, il faut que je me dépêche à aller en ville, et si je prenais un raccourci... Non, je vais pas suivre ce chemin qui a l'air très sûr dans l'illustration, je vais prendre ce chemin qui a l'air super grave, super dangereux dans l'illustration. Oh là là! Oh mon dieu, mais quel choix! Ça me rappelle un petit peu des parodies que j'ai vues, où genre, ouais, t'as le choix super calme, super sain, etc., et le choix super dangereux, super sombre, qu'on nous fait dans des histoires, dans des films, dans des séries, à but vraiment totalement humoristique, et je me dis, mais pourquoi vous faites ça dans ce film-là? C'est pas une parodie, ce truc! J'ai presque un peu le sentiment, si ça se trouve, je me plante, j'ai pas fait gaffe, que c'est... cette scène qui a engendré un peu cette parodie-là. Vous savez, la parodie du chemin qui a l'air super, super sûr et du chemin qui a l'air super menaçant. Le fait qu'il décide de choisir cette voie-là, le fait qu'on l'illustre de façon aussi directe, bête et méchante que ça, je trouve ça un peu con sur les bords, vous voyez. Et ouais, c'est pas énorme comme défaut, c'est juste une petite scène, un moment qui dicte un choix, mais ce moment... c'est un moment important, celui qui va amener tout le scénario, et je trouve que vous l'avez pas rendu de façon très fine. Numéro 3. L'histoire éternelle. Éternelle oui, mémorable non. Bon, je crois que j'ai été suffisamment explicite dans la vidéo elle-même de ce que je pense de cette chanson. Son problème principal est qu'elle occupe une position centrale alors que ni la mélodie ni les paroles ne sont aussi marquantes que toutes les autres chansons de ce film, qui sont toutes excellentes. Et c'est con parce que c'est la chanson de la scène centrale du film. La soirée en amoureux qui est l'enjeu principal du film. Qui aurait dû être un duo chanté par les personnages, ça je n'en démords pas. Le fait que les personnages chantent eux-mêmes leur évolution psychologique, le développement de leurs sentiments était important. Et là, c'est une chanson d'ambiance
chanté par un personnage quaternaire. Bon, faut rien exagérer, Mrs. Samovar est un personnage assez important. Bah, le truc, c'est qu'il y a déjà un duo du genre de ce qu'aurait voulu Chucky un peu avant dans le film, mais du coup, ça donne le sentiment que l'histoire éternelle est une sorte de... Je vois une sorte d'entracte qui met l'intrigue en pause, ce qui est pas du tout caractéristique de ce film. Ce film a un rythme assez nerveux, un rythme très très bien maîtrisé, et donc il y a cette espèce d'entracte, c'est un petit peu bizarre. Alors, je me souviens plus très bien, mais je crois que quand je l'avais en cassette quand j'étais petit, je le passais un peu en accéléré, parce qu'en plus, bon, on a dit éternelle, oui, simplement parce qu'elle est un peu longue, cette chanson, quand même, en plus. Alors, ils ont voulu montrer qu'ils savaient faire de la CGI, là, avec ces travelling, là, dans la salle de bal, donc du coup, ça dure vachement longtemps. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas une chanson très inspirée. C'est souvent le cas avec les chansons pour le CD dans les Disney. La grande chanson d'amour est pas toujours l'une des plus inspirées, hein, et là, c'est particulièrement le cas. J'admets que peut-être je serais plus indulgente avec cette chanson si elle était chantée par Belle, même en narration, même en pensée. Mais si elle était chantée par un des concernés. Ouais, bon, d'un autre côté, ça aurait été redondant avec le duo qu'il y a juste avant, donc il y a quand même un problème avec cette chanson. Comme je dis, ça aurait pu être une narration intérieure de Belle, et ça aurait été exactement la même chanson. Bon, je persiste à trouver qu'elle n'est pas assez mémorable pour être au centre du film, mais bon, ça aurait pu être exactement la même chanson qui reflète la pensée de Belle pendant la soirée. C'est vrai qu'elle manque un peu d'identité, cette chanson. Alors, on n'attend pas des chansons Disney que ce soit des chansons de Phineas et Ferb où les paroles disent des trucs ultra spécifiques comme c'est la reine disco du golf miniature. Mais quand même, on préférerait quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus personnel dans ce film, quoi. Là, vraiment, c'est une chanson d'amour standard, c'est un peu dommage, c'est pas au niveau du film. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est pas au niveau du film. Une assimilation trop rapide, j'en ai parlé dans la critique de ça. Je comprends pas comment ça se fait que Maurice et Belle acceptent comme ça, en 2 temps 3 mouvements, qu'ils vivent aux côtés de meubles qui parlent. Ils devraient totalement paniquer, là, c'est pas logique du tout. Mais voilà, ils acceptent ça comme ça. Il y a Maurice qui est un tout petit peu surpris au début, mais très vite, quand il boit dans une tasse qui est en train de rigoler, il se dit « Oh, t'es mignon, toi !» Alors que non, ça devrait pas être cette réaction-là, non, non, je suis désolé. J'ai un petit peu gros et j'ai pas énormément de choses à développer. C'est pareil avec Belle, la même chose lorsqu'elle découvre tous ces meubles, elle est un tout petit peu surprise au début, mais elle se dit « Ok, très bien ». À l'espace de 10 secondes. Ça manque un tout petit peu de développement pour passer de façon fluide chez moi, hein. Je vous cache pas. Hein. Numéro 2, un bon serviteur suit son maître partout. Bon, ça, c'est vraiment la tarte à la crème, tout le monde l'a relevé, tout le monde trouve ça bizarre. Les serviteurs du prince ont été maudits en même temps que lui, alors qu'a priori, ils n'avaient rien fait. Ça oriente vers l'idée que l'enchanteresse est méchante, hein, comme on l'a déjà supposé dans la vidéo principale. Mais on quand n'a même... pas supposé, on l'a affirmé. Oui, on l'a. Je persiste et signe. Non, mais c'est sûr, mais ça aurait quand même mérité une mention parce que... Enfin, d'un côté, bon, ça pose pas de problème que l'enchanteresse soit réellement méchante, mais d'un autre, on est censé quand même considérer que le prince a mérité sa punition, qu'il doit évoluer et qu'il doit devenir une meilleure personne, et que c'est normal qu'il ne redevienne humain qu'à partir du moment où il est devenu une meilleure personne. Le fait que les serviteurs aient été transformés aussi, c'est un gros enjeu dans l'intrigue. Ils en parlent eux-mêmes tout le temps, et c'est pas juste des sidekicks comiques dont on ignore le destin tragique, pas du tout. Ils parlent eux-mêmes du fait que c'est désespérant pour eux d'être dans cet état. Déjà, ça fait que au lieu d'être des personnages de soutien qui aident leur maître, ce sont en réalité des gros enculés qui pensent qu'à leur pomme. Ah, faut rien exagérer, c'est normal de vouloir redevenir humain. Non, oui, au contraire, c'est méritant. Ils veulent à tout prix que cette fille parfaitement sympa se case avec ce rustre parce que c'est la condition pour qu'il redevienne humain. Ça, on fait pas des personnages très sympathiques. Bah, ils croient en lui, sinon ils lui en voudraient davantage de ce qui leur est arrivé. Alors peut-être qu'ils sont pragmatiques et qu'ils se disent que ce sera pas constructif de lui en vouloir et donc du coup de saboter toutes ses chances de redevenir humain et leur chance à eux de redevenir humain, mais de ce fait ils lui en veulent pas. Ils sont de son côté, ils sont du côté de leur maître. Alors ça aurait mérité une mention de pourquoi ils ont été maudits aussi. Est-ce qu'ils ont une responsabilité collective dans le fait que le prince s'est tourné comme ça Mais en même temps, à supposer qu'il y ait une raison, quelle qu'elle soit, elle sera jamais suffisamment bonne pour justifier que tout le château, y compris les enfants, soit transformé. Y compris le chien. Y compris le chien. Oui, y compris le chien. Non, c'était quand même une nécessité d'avoir ces personnages de soutien. Hein. C'est inspiré du film avec Jean Marais. Hein. Mais c'était quand même une nécessité parce que sinon ça aurait été... Il y aurait eu que les deux personnages principaux. Alors, à la rigueur, le cas de figure qui aurait pu fonctionner,
c'est que les serviteurs prient de pitié pour leur maître et eux-mêmes demandaient à l'enchanteresse de partager sa punition pour pouvoir le soutenir. Même les enfants. Madame Samovar aurait demandé que ses enfants soient maudits aussi. Même les enfants se seraient levés comme un seul homme, même le chien se serait levé comme un seul homme. Oui, même le coffre mangeur d'âme se serait levé comme un seul homme. On a dit que c'était un ours, quelque chose comme ça. Oui, bah lui, il s'est aussi levé comme un seul homme. Une considération un peu trop survolée du personnel. Alors, même base de problème que Tsuki et Al, mais pas vraiment dans la même direction. C'est-à-dire que je n'ai pas trop de problème à assimiler, à accepter le fait qu'ils ont été maudits en même temps que leur maître, parce que l'enchanteresse était une connasse, un truc de conte de fées, que j'accepte. Vraiment, hein, les raccourcis de conte de fées, de temps en temps, ils peuvent être assimilés, hein. Des fois, je trouve que c'est un peu grossier, mais là, ça me va. Par contre, j'ai pas mal de soucis avec le fait qu'on appuie très peu le fait qu'ils se sentent vraiment condamnés à cette situation-là et qu'ils ont vraiment énormément de choses à perdre à ce que cette malédiction se poursuive jusqu'au bout. On le fait un tout petit peu par bribes à certains moments, mais en toute sincérité, c'est trop court, beaucoup trop court pour être acceptable. Et avant que quelqu'un vienne faire son petit malin en commentaire, oui, je sais que ça a été amélioré dans le remake, ça. Le remake, ils ont amélioré 2-3 choses et ils en ont empiré 50 à côté. Donc je préfère largement avoir la version originale qui a ses quelques petits défauts et qui ne cherche pas à faire ses conneries pour améliorer soi-disant le matériau de base de façon forcée comme ça. Hein, de temps en temps ça tombe juste, mais c'est vraiment très rarement. Donc voilà, ça a été un petit peu amélioré, on appuie davantage la tourmente des serviteurs dans le remake, c'est vrai, et dans le film original, et ben ça manque de temps. On passe beaucoup trop de temps à les rendre drôles, légers, et compatissants pour les rendre vraiment rattachables dans ce qu'ils ont à perdre, c'est-à-dire leur vie en tant qu'humains. Et c'est vraiment dommage, on aurait pu vraiment passer du temps sur ce drame qui les touche et qui est assez horrible, injuste, parce que eux n'ont souffert de rien, mais ils encaissent les choses. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'appuie pas plus le fait qu'ils risquent gros eux aussi. Tout comme la bête, il risque autant que lui. Merde, j'ai envie de dire, la bête, il a au moins la capacité de se mouvoir avec un corps humanoïde. Eux, ce sont des ustensiles. Ils risquent encore pire que lui. Et on insiste sur le côté drôlesque, gaguesque de ces personnages, qui est pas mal fait, hein. Je les trouve drôles, y a pas de problème. Mais on insiste trop peu sur le sérieux de leur situation, et c'est, je pense, ce qui fait que je les qualifierais clairement pas parmi mes personnages préférés Disney, quoi. Aucun de ces personnages du personnel du château ne fait partie de mon top 100, et je pense qu'aucun ne doit faire partie de mon top 200, honnêtement, parce qu'on les rend un petit peu trop gaguesques. C'est un petit peu pareil pour Le Fou et pour Maurice, je vous cache pas. On insiste trop peu sur le sérieux que peuvent avoir ces personnages, et au bout du compte, ce sont davantage des gimmicks presque, j'exagère un petit peu le trait, que des personnages étoffés à qui on donne du développement vraiment satisfaisant. Alors que dans leur situation, il y avait vraiment moyen d'aller plus loin que ça. Ce qui n'est pas le cas. Ils ont quelques micro-scènes qui appuient ça, mais ce sont des micro-scènes. C'est pas grand-chose, c'est 3 fois rien. Ils auraient mérité beaucoup plus que ça. Numéro 1, on n'a pas vu passer l'hiver. Oui, on l'a souligné plusieurs fois, plutôt 14 fois qu'une. Le gros avantage de ce film, c'est le rythme. Le deuxième effet qui se coule, c'est que le film commence en automne, se termine au printemps. Tout ça a duré en tout pour tout 3 jours. Oui, alors en fait, bon, on commence à un moment où il n'y a pas de neige, on finit à un moment où il n'y a pas de neige. On peut envisager qu'il n'y ait eu qu'une seule journée de neige ou 2 journées de neige cette année-là, mais d'un autre côté... Encore une fois, La Belle et la Bête, c'est un film un peu plus cérébral que la moyenne, hein, pour un Disney. C'est pas un coup de foudre entre Belle et la Bête. Déjà, il y a tout le contexte, etc. Il y a une progression psychologique. Il est nécessaire pour que l'histoire soit crédible que Belle soit restée un certain temps dans le château. Et d'un autre côté,
certains éléments de mise en scène montrent que ce n'est pas possible. Le fait que Maurice parte à la recherche de Belle et se perde dans la forêt, ça ne peut pas durer plusieurs jours. Ça peut pas durer tout l'hiver en tout cas, c'est sûr. Le fait que le fou, bon, à moins de rester sur la théorie que c'est l'enchanteresse déguisée, reste en bonhomme de neige en train de monter la garde devant la maison de Belle et Maurice, ça ne peut pas durer plusieurs jours. Ouais, il y a un petit souci avec ça, et il faudrait que les choses durent plus longtemps, ou alors il faudrait que les événements se mettent en branle un petit peu plus tard dans le film, que Maurice mette plus de temps à revenir au village, qu'il ait fait le tour, enfin, quelque chose qui permette que l'hiver dure longtemps. Ça par contre, c'est vraiment un point qui m'a toujours un peu gêné, même quand j'étais petit, hein. Quand j'avais ma cassette, je sais pas toi. Moi, ça ne m'a frappé, je pense qu'au bout du 5e visionnage ou quelque chose comme ça. La première chose que je me suis dit la première fois que j'ai vu, c'est waouh. La deuxième chose que je me suis dit au 2e visionnage, c'est mais qu'est-ce que ce rythme est génial en fait. Au bout du 3e, 4e visionnage, je me suis dit mais au fait, ça commence à l'automne et ça se termine au printemps, c'est pas logique. Oui, et ça par contre c'est vraiment dommage. Ça mérite de figurer dans un top 5 des pires points de La Belle et la Bête parce que ça nuit à la cohérence de l'intrigue, ça nuit au côté cérébral du film. Alors, il devrait se passer plus de temps et il ne peut pas se passer plus de temps étant donné la façon dont les choses sont mises en scène. Alors j'ai quand même envie d'être indulgente avec ce point parce que c'est comme j'ai dit le 2e effet qui se coule de la principale qualité du film qui est son rythme. Et licence artistique, je veux bien accepter que quelque chose soit un peu invraisemblable pourvu qu'en échange j'ai un film absolument génial à voir et c'est ce que j'ai. Un combat général de fin grotesque, oui. Vraiment pas fan de cette grande altercation finale, bon sachant que le dernier combat c'est entre Gaston et la Bête et celui-là il déchire sa mère, on est d'accord. Mais avant ça, on a cette espèce d'insurrection de ces villageois, on a cette grande chanson de haine qui les amène à vouloir brûler la sorcière, entre guillemets. Et c'est grave, c'est sérieux, on a nos meubles qui sont au pied du mur, qui doivent les recevoir, et qu'est-ce qu'on a? De gags! Du combat gaguesque, des exagérations assez poussées, des passages qui sont un peu bizarroïdes, genre ils ont un coffre mimique. Vraiment, il y a un coffre qui bouffe quelqu'un à un moment donné. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis tombé dans un autre film, c'est quoi ça? Ce combat est beaucoup trop ridicule dans sa mise en scène pour être satisfaisant, surtout par rapport à ce qui est mis en place avant et après. C'est juste des moments de combat qu'on colle les uns aux autres, sans donner de grande fluidité à l'action, c'est juste du gag qu'on enchaîne. C'est pas génial du tout, hein. Ce moment-là, c'est le seul moment où je sors du film. Autant les autres moments que j'ai situés avant, c'est des considérations d'un petit moment rapide ou après coup, c'est-à-dire une réflexion autour du film qui me pose problème. Mais là, c'est vraiment la scène, dès que je la vois, elle me sort du délire. Vraiment, et pendant une grosse minute, on a droit à ça. C'est vraiment truc du tout, quoi. C'est le truc qui fait le plus stage dans le film, dans le ton et dans les enjeux qui sont mis en place avant et après. Et ça me gêne horriblement. Et point numéro 0, être humain nouveau. Ouais, on va le compter à part, celui-là, parce que je pense que moi, Tchouki et Al, nous sommes d'accord sur le fait que si on voit le film dans sa version longue, c'est de loin la pire partie. Ça gâche le rythme, c'est trop ridicule, ça atteint un niveau grotesque dans la mise en scène qui est pas génial et qui rabaisse le personnage de la Bête. C'est un ajout grossier que je trouve pas aussi irritant que Tchouki et Al dans certaines de leurs considérations, mais que je considère quand même comme étant mauvais, c'est sûr. Donc, ouais, c'est facilement le pire point si on regarde le film dans sa version longue. Mais le film de départ n'avait pas cette scène-là. Le film de départ ne contenait pas ça, et on donne la possibilité aux gens, avec les éditions Blu-ray et DVD Collector, de sauter cette version-là qui nous propose cette scène bonus en plus, qui a une chanson acceptable en soi, elle est plutôt sympathique la chanson si on l'écoute toute seule, mais globalement, voilà. Donc ouais, c'est un bonus. Ça fait pas partie du film original, c'est pour ça que c'est difficile de compter ça parmi les pires points du film quand c'était pas prévu dans le film au départ. Je vais pas
j'en sais rien, compter la chanson de Zazu dans Le Roi Lion comme un mauvais point à imputer au film, alors que c'est clairement un rajout à la con sans intérêt. Au passage, j'ai jamais vu cette scène. Dans toutes les versions du film que j'ai vues, il n'y avait jamais cette scène. Donc, j'ai jamais vraiment entendu cette chanson jusqu'au bout, celle-là. C'est juste pour le dire. Donc, ouais, je compte ça comme le pire point par rapport à la version longue, et par rapport au film, c'est pas à compter. C'est pour ça qu'il est un petit peu à part celui-ci, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie réellement du top 5, mais j'en parle quand même un petit peu parce que c'est important de pointer ça, c'est mauvais, c'est un très mauvais rajout qui aide vraiment pas le film, qui gâche son rythme, et ouais, on aurait pu s'en passer. Après, on peut s'en passer facilement avec les options qu'on nous donne, vraiment, donc c'est pas si grave que ça pour moi. Voilà, c'était notre top 5 des pires points de La Belle et la Bête. Allez, le jingle, non c'est bon, on va pas insister trop là-dessus. Bon bah en tout cas, voilà, c'était un exercice qui a été difficile pour nous, c'est ce que disait Chucky au début. On a trouvé 5 points négatifs à dire sur La Belle et la Bête, ça reste quand même un super film. Les 3 premiers points, alors les 2 premiers points, c'est-à-dire le 5 et le 4, c'est vraiment des choses un peu anecdotiques, s'il fallait reprocher des choses, on pourrait reprocher ça. Les 3 premiers, c'est des remarques un petit peu plus conséquentes que beaucoup plus de gens se feraient. Un mot de la fin, Chucky ? C'est un film qui mérite qu'on s'en souvienne. Voilà qui conclut ce top retour très spécial. Je remercie beaucoup Chucky et Al pour leur participation une fois de plus. C'était très sympa de faire ce montage, même si ça m'a demandé plus de temps que d'habitude. Et pour la prochaine fois, vous connaissez le refrain. Ce coup-ci, c'est vous qui décidez en commentaire quel sera le prochain film que je traiterai. J'ai une assez forte idée du choix qu'il y aura. On verra. À très bientôt pour de futures vidéos. Bye.